Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Et sur cette zone de guerre, on plante 16 hectares en bio, avec des légumes racines, patates douces, manioc et consorts. Non déclarés. On récolte une zone de guerre de plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on a le temps de défricher, planter, voir mûrir et récolter. Et c'est ce qui nous a permis de constater qu'on peut nourrir plus de 170 familles grâce à ces hectares de terre. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Tout d'abord, je vous adresse un immense merci. Votre engouement pour les funérailles des tabous dépasse toutes nos attentes. Grâce à vous, notre appel à candidature pour devenir chroniqueur, chroniqueuse ou animateur a été un véritable succès. Plusieurs centaines de demandes nous sont parvenues. Cela montre à quel point vous tenez à notre mission de créer des programmes qui invitent à la réflexion et élèvent la communauté afrodescendante ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des peuples noirs. Aujourd'hui, nous avons reçu des candidatures exceptionnelles. Si nous avons dû faire des choix, c'est vous, notre public, qui allez avoir le dernier mot à travers vos commentaires et vos votes. Vous allez désigner les présentateurs, animateurs qui représenteront les funérailles des tabous cette saison. Des sessions de tournage ont déjà eu lieu, où nos potentiels animateurs ont pris part à de véritables débats et discussions dans le même format que nos émissions classiques avec des invités. De plus, les vidéos de nos présentateurs et chroniqueurs seront diffusées sur nos réseaux. Et ce sera à vous, à travers vos commentaires et vos votes, de décider qui animera cette saison. Le principe est simple, c'est eux qui ont la parole, mais c'est vous qui avez le choix. À très bientôt. Hello les amis, beauté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on est présent pour cette nouvelle formule des funérailles des tabous. Mais avant de commencer ce sujet, Aimé Césaire disait qu'il est nécessaire de sortir de l'hypothèse coloniale et de refuser la France comme mère des peuples. Après cette citation d'Aimé Césaire, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le cite. Mais avant tout, je suis Luceni et je présente Dia. Dia qui est là présent sur le plateau et nous allons recevoir aujourd'hui des invités exceptionnels pour un sujet qui est explosif et qui est une actualité. Et donc à ma droite, je vais laisser la chroniqueuse que nous aurons pour aujourd'hui se présenter. Bonjour, donc moi je suis Jessica William, je suis médecin psychiatre et j'interviens dans la restauration des personnes ancestralement concernées par l'esclavage et la colonisation. Et donc je vous remercie pour l'invitation et me permettre d'être présente pour cette émission. Voilà. Et à ma gauche, je t'en prie. Alors bonjour, moi je m'appelle Lilith, je suis militante anti-chlordécone et je travaille pour le COADEP qui est le collectif des ouvriers agricoles de la Martinique empoisonnés par les pesticides. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui. And the last but not the least, notre invité spécial pour cette émission et qui est au centre de l'actualité également. Donc Aude Goussard, alias Fauve Bonny, secrétaire et membre fondatrice du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Alors, très bien, vous l'aurez compris, on est avec Aude aujourd'hui qui représente le RPRAC. Si vous n'êtes pas au courant, il y a récemment eu un rassemblement des personnes des Caraïbes, justement pour cette lutte contre la vie chère qui existe aujourd'hui dans les Caraïbes. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Aude, est-ce que tu pourrais déjà nous dire c'est quoi le RPRAC ? Qu'est-ce que ça veut dire et quel est votre objectif ? Comment vous vous définissez ? Alors le RPRAC est une association loi 1901 qui agit sur tous les plans de la protection des peuples et du patrimoine afro-caribéen, mais qui ne se limite pas à l'aspect afrocentriste de nos territoires, mais qui également lutte surtout pour toutes les injustices, qu'elles soient environnementales ou sociales. Et le sigle RPRAC veut dire quoi ? Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. R qui évoque le rassemblement et un rassemblement qu'on a trop longtemps attendu, qu'on n'a pas souvent vu. Alors, il y a des manifestations
qui nous évoquent effectivement des manifestations qui se sont passées ailleurs par le passé. Mais là, qu'est-ce qu'on a de spécifique et qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement de ce que le RPRAC Alors, c'est vrai que le rassemblement, justement, c'est un appel, mais non pas qui exclut les luttes passées, qui sont au final notre héritage, mais nous avons une résurgence qui est en train de s'opérer au niveau de notre génération, et il est nécessaire, après, bien évidemment, que l'histoire qui nous était cachée et tue, cette histoire remonte et revient dans les esprits, et naturellement, on a ce sentiment d'avoir à nous allier, parce que nos territoires colonisés sont tous issus de l'hémisphère sud, et il était très important pour nous de faire un front uni, avec bien évidemment en élément central l'Afrique, et nous estimons que nous avons à converger tous vers une résurgence de notre identité, qui effectivement, à travers le temps, était tue par un colonialisme des esprits qui nous ont écartés de nos origines. Alors, lorsqu'on parle là de rassemblement, ce que j'ai aimé dans la présentation que tu fais, c'est que tu le lis à des luttes qui remontent aux années 60. Même avant, même bien avant. C'est-à-dire qu'il y a une rupture du fait d'un socle pédagogique de l'éducation nationale française qui, longtemps, nos parents nous disaient, nos ancêtres étaient des Gaulois. À l'école, nos parents devaient chanter à la gloire de Victor Schœlcher, et nos modèles revenaient strictement du colonialisme et de l'époque de l'esclavage avec Joséphine de Beauharnais, Napoléon Bonaparte. Et d'ailleurs, notre univers sculptural, notre art urbain reposait exclusivement sur les découvreurs de nos territoires. Et jamais on nous a parlé de notre patrimoine identitaire, architectural et même culinaire, et même de beauté. Donc nous nous sommes très longtemps, nos publicités jusqu'aux années 80-90 tournaient autour de publicités de shampoing pour cheveux lisses, et nous, avec nos cheveux naturels, que je n'appelle pas crépus, c'est quand le peigne ne passait pas qu'on se rendait compte qu'il y avait un problème. Et avec ces combats identitaires qu'ont menés nos anciens, nos ancêtres, on arrive à expliquer parfois par la musique d'où revient cette espèce d'identitarisme qui vient carrément d'outre-tombe. Et plutôt que d'y tourner le dos, nous faisons partie de la génération qui voulons faire émerger au contraire cette beauté, parce que plus jamais nous acceptons les dictats qui nous sont imposés et qui ne sont pas les nôtres. D'accord, mais j'avais une question pour comprendre un petit peu. Le RPRAC, depuis combien de temps ça existe? C'est vrai que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. On voudrait quand même savoir ça existe depuis quand, et qui est votre président? Qui est le président finalement du RPRAC? Alors, le RPRAC existe que depuis le mois de juillet, dans sa forme juridique, personne morale, dans un système français où nous devons nous constituer en association, loi 1901. Mais si je prends mon cas, sans cacher mon âge, j'ai 44 ans, et par contre, le combat identitaire existe depuis plus de 20 ans. Également pour ma collaboratrice Gladys Roger, qui, elle, également, est dans des combats identitaires auprès de grandes personnalités du monde afro-caribéen et africain. Mais Rodrigue Petito, qui est notre président, lui, est arrivé, et avec des propositions de camarades de Guadeloupe, notamment, la notion de RPRAC est arrivée. Mais en rien, le R du Rassemblement pour la protection des peuples proviendrait de l'homme Rodrigue Petito. Il y a un R, mais il n'est pas du tout question de personnaliser le R à travers le président. Alors, juste une chose, parce qu'on est en 2024, le RPRAC arrive. Jessica, toi qui connais aussi un petit peu le sujet, est-ce qu'il n'y avait pas déjà d'autres associations? Est-ce qu'il y a toujours nécessité à en créer d'autres? Quel est le problème finalement qui fait qu'il y a besoin, comme l'a dit Aude, il y a à peu près 6 mois que le RPRAC a commencé en tout cas à exister, mais avant, qu'est-ce qui se passait avant? Parce que la vie chère, ça ne date pas d'aujourd'hui. Effectivement, néanmoins je tiens à rendre un hommage certain à ce mouvement qui aujourd'hui a le courage de prendre la parole et de dire tout haut ce que je pense que bon nombre d'entre nous pensaient tout bas. Donc je voudrais vraiment apporter un hommage à vous trois et vous signifier également que beaucoup de personnes sont derrière votre combat
qui n'est pas uniquement un combat, je veux dire, dans la rue tel qu'on a voulu le montrer. C'est un combat idéologique qui arrive avec des arguments très forts, qui arrive avec des arguments qui parlent à tout le monde, je pense, parce que l'histoire de la colonisation, elle ne touche pas que la Martinique, elle ne touche pas que la Guadeloupe, elle touche un certain nombre de personnes sur cette planète, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, je pense que chacun peut se retrouver dans ce que les Martiniquais, les Guadeloupéens aujourd'hui, et les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, et bien d'autres encore, se lèvent pour défendre. Donc ça, c'est intéressant de souligner le caractère universel. À partir du moment où il y a un système qui s'est créé, un système politique, qui s'est créé pour profiter d'une certaine partie de la population et user de ses richesses, user de sa population, à partir de ce moment-là, je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que même ici, sur le territoire hexagonal, lorsque vous regardez le film Germinal, vous vous rendez compte que la souffrance liée au système capitaliste, elle est universelle. D'accord ? Alors, ce qui s'est passé dans le contexte antillais est très particulier, parce que l'histoire fait que la barbarie et l'offense est inédite, je l'ai dit. Mais il n'empêche qu'il est important de se rappeler qu'il n'y a pas que la couleur de peau qui a concerné ce qu'on peut appeler l'oligarchie impérialiste. C'est un état d'esprit, c'était une façon de penser. Je rebondis sur ce que Aude disait tout à l'heure. Il est important de rappeler que ce soit aux États-Unis, aux Antilles, en Guyane, les esclaves n'ont pas obtenu une abolition. Ils l'ont cherché. Ils se sont battus. Ils sont morts pour ça. Il y a eu de nombreuses révoltes. Et c'est dans le contexte du chaos qu'il a fallu faire quelque chose, prendre des mesures qui ont avantagé les personnes qui, aujourd'hui, continuent d'être en place dans ce système, qui continue de dominer. Et je dirais même, en ce qui concerne la Guadeloupe, qu'ils se sont battus, qu'ils ont obtenu déjà en 1792 et 1794, d'accord, du fait des mouvements de libération des peuples via effectivement la Révolution française, une première abolition qui a été rétablie par, on va le nommer, mais Napoléon, tout le monde sait, mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'en Guadeloupe, les esclaves ont connu un temps de liberté. Absolument. Et je pense que c'est important de le rappeler. Avant de passer la parole à Lydie, il y a une question que j'aimerais poser, mettre en perspective un fait. C'est que bien souvent, on a plus tendance à constater les divisions et les différences. Et je ne parle pas de la Caraïbe, je ne parle pas des Antilles, je ne parle pas de la France dite d'outre-mer, les territoires ultramarins seulement, mais je vais parler également de la terre-mer. C'est avec beaucoup de respect que j'entends le fait que tu aies énoncé beaucoup de choses qui m'ont évoqué l'Afrique, c'est-à-dire que nos ancêtres, les Gaulois, c'était ce qui est passé partout, avec ce que ça suppose dans la construction de soi, la manière de construire le manque de confiance, simplement, soit en tant qu'individu, en tant que peuple. Alors aujourd'hui, est-ce que, selon vous, ce serait légitime que les Africains se sentent concernés par cette question? Et est-ce que vous ressentez ça? Absolument. Et ce que je tiens à ajouter, c'est le monde des usurpateurs de l'histoire de l'humanité prétend que le nègre, quand il a traversé l'Atlantique, ça n'a été qu'à partir de la traite négrière. Or, quand on regarde dans des grottes incas, dans des grottes d'Amérique latine, on se rend compte qu'on trouve des statues ou des gravures avec des têtes, avec des traits négroïdes. Et quand on regarde un petit peu le monde avant 1492, on peut imaginer que des bateaux sortant des côtes d'Afrique pouvaient dériver. Et on retrouve d'ailleurs, de par l'architecture non coloniale, colombienne, précolombienne, on se rend compte qu'il était tout à fait possible
Parce que je rappelle que 5h30 de vol nous séparent de l'Afrique. Donc des Africains ont pu traverser et être en parfaite harmonie avec les populations amérindiennes. Lilith, tu es militante anti-chlordécone. Ce qui se dit peut donner à penser qu'il y a une proximité et même des similitudes entre l'Afrique et la Caraïbe et les Antilles. Est-ce que pour toi, c'est aussi évident que ça, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique? Parce qu'on sait que ce n'est pas simplement un océan fait d'eau qui nous sépare, c'est un océan fait de préjugés, fait d'une éducation de part et d'autre qui nous ont appris à nous mettre à l'écart les uns des autres. Et sur le continent, quelquefois à nous méfier les uns des autres encore, et je suppose que également dans les Antilles. Donc là, c'est avec beaucoup d'humilité que moi je demande, est-ce que les Africains se sentent concernés, impliqués, et est-ce qu'ils le devraient par ce qui se passe, par exemple là, et je ne parle pas que de la vie chère, mais c'est le point qui nous rassemble aujourd'hui pour toi. Oui, ils devraient se sentir concernés, mais je pense qu'ils le sont déjà. Pourquoi ? Parce qu'on a fait fi des préjugés. Aujourd'hui, on est dans une autre ère où justement les gens se rendent compte à quel point nos luttes sont convergentes. D'autant plus que le nègre contre nègre, c'est une phrase qu'on dit beaucoup chez nous, mais qu'on retrouve aussi dans les peuples de la diaspora africaine et qu'on entend de plus en plus, qu'il faut qu'on arrête le nègre contre nègre. Donc c'est très important de le signaler, d'autant plus que pendant très longtemps, on nous a appris à l'école et dans nos familles et même les personnes blanches, je le dis, que les Noirs ont vendu les Noirs, ce qui est totalement faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de contrebandiers comme dans tous les groupes ethniques, il y en a toujours eu, mais cette idée que nous sommes dans la possession du corps, nous sommes dans l'asservissement des corps, ce n'est pas notre histoire. C'est des écrits qu'on ne retrouve pas, sachant que nous avons toujours écrit, que tout est très documenté, et si on peut remonter à l'époque des pyramides, tout est très documenté. Nous n'avons jamais vu de système qui emprisonnait les personnes, qui asservissait les corps des hommes, des femmes et des enfants. Donc à partir du moment où nous avons fait un travail sur cette reconnaissance de l'histoire, aujourd'hui on peut dire que oui, ils se sentent concernés, d'autres ont besoin de le découvrir pour comprendre, parce qu'on ne peut pas tous aller à la même vitesse, mais on n'est pas dans cette espèce de dichotomie entre les luttes. Nous avançons ensemble, d'autant plus parce que nous connaissons tous notre histoire commune. Les préjugés, il y en aura, c'est vrai, mais ils ne sont plus aussi forts qu'auparavant. C'est génial, et je mentionne vraiment que dès le XIIIe siècle, la charte du Mandé, le serment des chasseurs, quand on a été sur Nantes, on a parlé et visité ça, mentionnait déjà que l'esclavage n'était pas admis. Mais entre le XIIIe, le XVe, le XVIIe siècle, on est dans une autre réalité aujourd'hui. On a quelquefois des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont intéressées. Donc là, aujourd'hui, il y a un vrai combat, appropriation des terres, pollution des terres, mais il y a également ce combat simplement qui consiste à faire que la balance économique, les termes de l'échange soient en défaveur de ceux qui étaient le colonisé en Afrique et ceux qui est l'esclave. Ou en réalité, comme Sankara disait, celui qui est esclave financier, et c'est le cas de bien bon nombre de pays africains encore aujourd'hui, est esclave tout court. Donc est-ce qu'on ne gagnerait pas, sur le plan psychologique déjà d'un premier temps, à réaliser qu'il y a plus de similitudes à créer, même si ce ne sont pas les mêmes échelles et pas la même temporalité? Alors, c'est très intéressant. Je pense que ça mérite qu'on s'intéresse à cette question parce que, en ce qui concerne l'aliénation, diviser pour mieux régner, c'est vraiment une stratégie qui, malheureusement, est opérante et a trop longtemps opéré. Et c'est vrai que moi, j'ai passé une partie de mon enfance en France hexagonale, une partie de mon enfance aux Antilles, entre la Martinique et la Guadeloupe. Et ce qui m'a tout de suite frappée quand je suis arrivée, c'est d'entendre qu'il y avait ce clivage entre les Antillais et les Africains du continent. Et quand j'ai cherché à comprendre pourquoi, effectivement, j'ai compris que ça remontait à cet endoctrinement qui a été mis en place très savamment pour que les Antillais aient le sentiment qu'ils avaient été effectivement trahis par leurs frères, et pour que pendant des décennies, il n'y ait pas forcément de possibilité d'opérer une réunion.
Un rassemblement. Un rassemblement. Et donc là, aujourd'hui, je crois qu'on est à un moment assez historique, parce que grâce au travail de brillants historiens comme Kalala Omotunde, à qui je rends hommage régulièrement, je trouve que depuis, effectivement, qu'il a diffusé ce message, mais ce n'est pas le seul, mais voilà, ça a été vraiment, en tout cas, dans mon cheminement personnel, quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il a révélé ce que je pense beaucoup ressentait au fond d'eux, parce que moi j'ai rencontré beaucoup de patients, j'ai travaillé en Martinique, j'ai travaillé en Guadeloupe, quand vous ressentez la force qu'il existe chez nos confrères, chez chacun d'entre nous, avec des vécus, avec des histoires parfois terribles, des gens qui sont capables de soulever des montagnes, ça me paraissait évident que cette période de l'histoire n'avait pas pu se faire dans la tranquillité. La question de la révolte est quelque chose qui transparaît dans notre peuple. Donc c'était évident que pour moi, non seulement nous nous étions révoltés régulièrement, ce qui est le cas, mais en plus de ça, si on parle de la situation sur le continent africain, l'histoire a aussi omis de parler de tous les rois qui se sont battus pour éviter la catastrophe, avant que d'autres rois corrompus, eux, sous la menace, n'aillent pas chercher des frères plus près dans les terres pour se protéger eux-mêmes. Et ce système de corruption est encore à l'œuvre aujourd'hui. Absolument. Se protéger eux-mêmes, protection, la deuxième lettre, justement, de RPRAC, le nom. Se rassembler d'abord pour se protéger, avant d'arriver aux ressources. Oui. Protéger les personnes. On voit que depuis la charte du Mandé, jusqu'à ce que tu viens d'expliquer, il y a un continuum ininterrompu de ce désir de protection qui a existé dans l'Empire Congo, Kilpa Vita et bien d'autres. Aujourd'hui, quelle est l'expression de cette pensée qui semble venir des ancêtres? Et tu l'as mentionné en disant que des années 60, on dirait qu'il y a une énergie comme un New African Age, un nouvel âge africain qui se met en mouvement, comme s'il y avait une renaissance, une résurrection de certains systèmes de pensée, comme si l'histoire de la révolte maintenant reprenait forme. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour la protection et protéger de quoi le RPRAC est en train de militer pour? Alors, juste pour ajouter quelque chose sur le point précédent, je ne connais aucun peuple asservi qui a accepté l'asservissement, premièrement. D'où la notion de rassemblement. Aucun Africain déporté n'a accepté sa condition. Donc, il est rentré par nature en lutte. Et j'ai eu à faire ma généalogie et je suis issue de Marron. Et je pense que ça traverse l'ADN et ça traverse les siècles. Fauve Bonny. Donc, naturellement, ça donne un instinct de protection. Et la notion de protection intervient quand, justement, en observant le passé jusqu'à aujourd'hui, les attaques sont multiples, qu'elles soient psychologiques, économiques, environnementales, mais toujours au profit de qui? De celui qui colonise. Donc nous sommes obligés, aujourd'hui, avec la force de nos ancêtres, de nos anciens, de rester sur la même ligne pour arriver un jour, quand nous saurons faire l'unanimité, parce qu'aujourd'hui il est question aussi de traumatisme, dont Mme Williams pourra nous parler, et ces traumatismes créent non pas une division, mais un temps de retard en matière de compréhension des obligations et des devoirs de chacun face à notre histoire. Oui. Alors, parlons d'un point quand même important, le mantra du R. Je cite, « On est chez nous ici ». Qu'est-ce que ça veut exactement dire? À qui on s'adresse quand on dit « on est chez nous ici » Est-ce qu'on exclut les béquets quand j'entends le « on est chez nous » On aimerait bien comprendre ce que ça veut dire. On est chez nous ici a plusieurs connotations. La première, elle est politique. La souveraineté. La souveraineté provient d'une majorité ethnique sur un territoire. Tant pis pour le colon qui avait mal fait ses calculs. Féroce, Amélie Plumel, qui est Horrible. une... Rosa Amelia Plumel. Voilà, Rosa Amelia Plumel qui le dit, la férocité blanche a fait qu'ils n'avaient pas besoin d'être plus nombreux que les nègres. Donc, naturellement, nous sommes obligés de nous positionner
chez nous pour faire entendre que vous êtes déjà en minorité et quelle que soit la force que vous aurez désormais, nous avons compris que nous sommes plus nombreux et donc que nous n'avons plus peur. Donc nous sommes ici chez nous. Premièrement, c'est à l'adresse du colon. Deuxièmement, à l'adresse de nous-mêmes. Je disais que chacun, nous n'avons pas le même développement psychologique ou les mêmes ressentis, déjà du fait d'une religion qui n'est pas la nôtre, qui nous a été imposée, et qui non seulement favorisait la classe sociale à un moment donné. Le nègre, il n'était même pas bon pour nettoyer le parvis de l'église. Et donc, ascension sociale, c'est quand on rentrait dans l'église. Et donc, quand on rentre dans l'église, on rentre dans un système d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et donc dans un formatage qui crée une identification, malgré une couleur de peau plus foncée, à l'autre. Donc, on est chez nous ici, Oui. c'est faire entendre que malgré toutes ces problématiques qui s'ajoutent, que nous sommes bien ici chez nous. Très bien. Mais dans votre réponse, vous avez parlé de souveraineté. Jusqu'où va cette souveraineté? On parle là d'indépendance ou jusqu'où elle s'arrête finalement cette notion de souveraineté? On ne peut pas encore parler d'indépendance, même si je l'appelle de mes voeux. Mais si nous regardons aujourd'hui notre histoire, de l'oreiller au lit, au mur de l'habitation, ce sont les nègres qui ont filé le coton, qui ont été chercher les roches dans la rivière, qui ont érigé les murs, pendant qu'on les mettait dans des cases, et que le colon jouissait d'une main-d'œuvre gratuite. Tout ça, c'est nous. Donc c'est à nous, donc nous sommes chez nous. Et je suis content vraiment qu'on aborde cette question de cette façon, parce que ça suppose que le territoire sur lequel on est d'abord un territoire sur le plan symbolique, psychologique. J'allais dire, on a d'abord un rapport métaphysique à l'endroit où on est. Parce qu'on a travaillé, parce qu'on a sué, parce qu'on s'est mis dedans, on a la manifestation visible de ce que notre force de travail produit. Absolument. Et aujourd'hui, la question que je peux poser, c'est est-ce que sur le plan psychologique, est-ce que sur le plan de la représentation que l'on a de nous Africains des Amériques, d'Amérique centrale, il y a suffisamment de force pour se dire qu'au-delà de ce que sont les denrées alimentaires qu'on ira chercher dans un magasin, il nous faudra repartir au jardin créole. Est-ce que c'est des discussions, des réflexions qui sont présentes? Parce que je pense que nous, Africains du continent, de la Terre-Mère, gagnerions également à s'inspirer de ça. Donc, il y a un aspect, est-ce que sur le plan psychologique, sur le plan intérieur, on peut puiser cette force et sur le plan apporter des solutions économiques aux problèmes de la vie chère en l'État? Absolument, absolument. Alors, si on doit parler de la vie chère, effectivement, on peut se poser la question, mais comment tenir ce discours identitaire profond et pourtant demander à ce qu'une vie soit moins chère et de surcroît importée par bateau? Est-ce que ce n'est pas vouloir une place dans l'habitation? Non. Quitter la plantation pour aller un peu plus près de la maison du maître? Non. Il y a des réalités conjoncturelles qui font que, selon un pacte colonial qui a été signé, que pour enrichir la France, les territoires d'outre-mer, et même à l'époque certaines colonies d'Afrique, pour garder une réforme agraire, nous devenions des marchés captifs. Donc, nos richesses devaient être envoyées, et pour alimenter un système économique qui ne fera jamais perdre la France, il fallait que les bateaux reviennent avec des denrées. Donc ça a été une volonté qu'on ne puisse plus planter de pommes de terre, plus de betteraves, il fallait nous enlever nos capacités à nous autosuffire alimentairement pour permettre juste à un marché économique de comptoir de fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ce pacte est tellement puissant et le capitalisme réfréné aidant, on a pollué nos terres. Justement, si tu permets, de ce que Aude vient de nous dire, on entend quelque chose qui donne à voir une image. On parle de monoculture, souvent. La monoculture a existé sur le continent africain également, les arachides au Sénégal, le coton au Burkina, etc. Mais aujourd'hui, il y a une monoculture, si je peux dire culture aussi, des ressources du sous-sol en Afrique, mais il y a aussi pollution des terres. Relativement au chlordécone, et merci Aude pour justement ce lien que tu fais, quel est le lien que tu vois entre la problématique actuelle présentée sous le terme de lutte contre la vie chère
Et la question, justement, de ce qui est ton militantisme à l'origine, le chlordécone et l'autonomie qu'on recherche à avoir malgré ce fléau. Alors le lien que j'y vois est premièrement le même oppresseur, la caste béquée, qui lui a été indemnisée au ressortir de l'esclavage, qui a pu investir dans le foncier, qui a pu avoir les terrains agricoles et qui a pu lui aussi empoisonner impunément les peuples, chercher le rendement pour le profit et qui aujourd'hui a empoisonné les terres et aussi c'est chez qui on doit se rendre pour faire des courses, pour essayer de manger sans chlordécone, entre guillemets, parce que la qualité de la nourriture n'est pas non plus la meilleure, sachant que les produits qui arrivent sont beaucoup plus gras et plus sucrés, ce qui leur permet à eux de faire développer chez nous des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète. Donc le lien que j'y fais... juste une chose que je viens d'entendre, qu'est-ce que ça veut dire trop gras? C'est pas un peu du complotisme, ça? C'est-à-dire que quand on envoie du Nutella à Carrefour, pour ceux qui sont en métropole, ça aurait moins de sucre que... Non, sans rentrer dans là où vous allez, non, ce n'est pas le Nutella ou le sucre. La raison qui nous est donnée dans la conservation des produits, comme les produits font énormément de trajets, on nous dit qu'on doit, pour conserver le produit en arrivant, le rendre beaucoup plus gras avec des agents et beaucoup plus sucré avec d'autres différents agents. C'est plus dans ça. Ce n'est pas du tout une caricature quand on dit que les produits sont trop gras et trop sucrés, c'est qu'ils le sont volontairement pour la conservation des produits. Sauf que ça a des causes sur la santé qui ne sont pas présentes. Et c'est factuel. Même les yaourts produits sur place sont plus sucrés qu'en France hexagonale. Mais si c'est produit sur place, pour quelle raison c'est plus sucré? C'est une question que j'aimerais poser à ceux qui sont en charge de la santé publique sur place. Alors, c'est intéressant qu'on parle de ça, parce qu'en termes de santé publique, ayant travaillé effectivement en milieu hospitalier sur place, c'est intéressant de voir à quel point l'aliénation, la difficulté, quand tu disais, avons-nous les ressources psychologiques, physiques, je ne doute pas que nous les ayons. Comme dit Aude, nous avons construit le monde tel qu'il est aujourd'hui. On entend, vous savez, dans l'adage, le noir, il serait feignant. Mais qui a construit les bâtiments ici, là, ou le en France hexagonale? Ou bien le sans nous, vous ne serez rien. Par exemple, qui a donné, par la force de ses bras, le visage du pays tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc les ressources, nous les avons. Je vais terminer. Sur un plan physique, sans aucune discussion. Maintenant, sur un plan psychologique. Souvent, quand je rencontre une personne qui a vécu des traumatismes graves dans son existence, quand elle commence à guérir, quand elle commence à rentrer dans un nouveau cycle de son existence, elle se rend compte des choses à côté desquelles elle est passée. L'éducation de ses enfants, la relation avec un conjoint, une conjointe, le travail. Parce que se remettre de traumatisme, ça constitue un véritable handicap. Ça vous prive de vos potentialités, ça vous prive de vos capacités. Et moi, ce que je dis souvent à ces personnes, c'est que, en fait, elles ont exécuté une prouesse bien plus forte que beaucoup d'entre nous qui n'avons pas forcément vécu de telles choses, parce que j'utilise souvent l'image c'est comme si on était tous en randonnée et que certains vont avoir un sac à porter qui fait plus de 100 kilos. Exactement. Donc quand ils arrivent en haut du sommet, par rapport à ceux qui ont un sac de 3 kilos, ils ont effectué une prouesse qui est bien plus importante, mais ils ont mis plus de temps. D'accord. Donc je rejoins effectivement ce que tu dis sur la question du temps et sur la question de comment parfois on intériorise le discours racialiste. On l'intériorise parce qu'on se dévalorise, parce qu'on a l'impression qu'on est amputé de nos capacités. Alors qu'en fait, on est en train d'exercer une prouesse, c'est-à-dire qu'on est en train d'effectuer une ascension avec un sac extrêmement lourd, un bagage extrêmement lourd. Donc les ressources, nous les avons. Maintenant, le sommet, c'est une question de temps. Lilith ? Je voulais rebondir parce que ce que vous dites fait drôlement écho à mon parcours personnel et qui fait qu'aujourd'hui, je suis militante anti-chlordécone. Pendant longtemps, je l'ai dit dans la précédente émission où j'ai été invitée avec M. Domota, que pendant longtemps, moi, j'ai cru, enfant, que je devais reprendre le métier de mes parents. Ma mère s'occupait d'enfants en crèche.
Pendant toute ma vie, j'ai cru que c'était ma destinée. J'ai été dans cette voie, j'ai aimé sur le tas, mais je n'avais pas vocation à m'occuper d'enfants. Moi, je voulais faire des études. J'ai repris mes études sur le tard. J'ai repris mes études, j'avais déjà mes 2 enfants. J'avais déjà entamé ma vie, j'avais déjà plus de 25 ans. Reprendre des études avec 2 enfants à charge en étant auxiliaire de périculture, eh ben, ce que vous dites là, ça me fait vraiment penser à ça. Et on est beaucoup dans ce cas-là. On est beaucoup dans cette vision où nous pensons que nous ne pouvons pas parce que le discours fait que. D'accord, moi je veux bien, et je comprends qu'individuellement on puisse avoir les ressources. Mais en tant que peuple, en tant que collectif, on a parlé de rassemblement, de protection des personnes. Et là, on est même déjà arrivé des ressources afro-caribéennes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le combat qui justifie ces mouvements de droits civiques, qui sont en fait comme une redite de ce qui s'est fait par le passé, ne sont pas aujourd'hui affaiblis par justement des divisions et des dissensions internes? Je ne vois pas le LKP de Elie Domota parler de la même thématique pour laquelle, il y a 15 ans de cela, ils se sont fait connaître. Et je le dis parce que si je prends, comme Frantz Fanon l'évoque dans Les damnés de la Terre, comme Frantz Fanon l'époque, je dis aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de manque de solidarité, j'aurais dit? Est-ce que c'est un manque de solidarité ou bien c'est une stratégie? Non. Le RPRAC est un mouvement strictement populaire. Le LKP, comme le collectif de 2009, était autour du droit du travail. Donc, les syndicats, qui bien souvent ne sont pas indépendants sur nos territoires, ont des directives dictées par des syndicats de France. Donc, en termes de longévité de combat, en termes de revendication, ça n'a rien à voir avec un mouvement strictement populaire. Donc vous, c'est plus de marronnage. Mais Elie Domota, en tant que figure historique de ce qui a été par le passé, des contestations qu'on a vues. Vous savez, ça m'évoque ce que pendant les années 60, on pouvait voir entre un Martin Luther King et un Martin Malcolm X, et des gens qui pourtant avaient le même objectif, c'est-à-dire la libération, mais on ne comprenait pas toujours qui ne s'entendaient pas parfois. Il faut le dire, faut le dire. Non. Elie Domota, RPRAC, est-ce que... et je parle d'Elie Domota, ce n'est pas la personne en fait, c'est le message qu'il incarnait. Oui. Est-ce que vous ne vous sentez pas, au-delà de l'organisation, de la structure de la lutte et de ce que les syndicats sont sous un contrôle relatif, est-ce qu'il n'y a pas là à questionner le fait qu'au sein de la communauté, une solidarité plus grande ne se soit pas encore... En d'autres mots, est-ce qu'il y a une vraie cohabitation aujourd'hui des personnes des Caraïbes face à cette lutte-là? Est-ce qu'aujourd'hui, le RPRAC, vous êtes de votre côté, il y a d'autres organisations d'autre côté, et c'est ça qui fait que Absolument. finalement... Moi, je crois que oui. Absolument, oui, on ne peut pas le nier. Mais parfois, des guerres intestines intra-territoires, c'est-à-dire que le RPRAC a peut-être lancé un appel outre-mer, mais peut-être que, et ça ne concerne plus les générations actuelles, mais Domota faisant partie d'une autre génération, a peut-être vu le RPRAC approché par d'autres mouvements de Guadeloupe, et peut-être qu'il y avait déjà des guerres internes en Guadeloupe. D'accord. Le RPRAC, qui se veut rassembleur, a voulu faire fi. Et malgré tout, nous nous sommes déplacés vers la Guadeloupe pour rencontrer tout le monde, pensant que nous allions rencontrer tout le monde. Mais certaines guerres intestines entre groupes guadeloupéens ont malheureusement conduit M. Domota à prendre ses distances. Or, le point commun entre nous tous, c'était bien la vie chère. Nous, de notre génération, notre discours que nous tenons aujourd'hui, tant pis. Je veux bien pour Elie Domota, mais Priscilla Ludowski, Ah ben, à l'initiative oui. des Gilets jaunes. Est-ce qu'on dira que parce que les Gilets jaunes étaient un mouvement, on va dire, de l'ancienne métropole qui est la France, métropolitaine, justement, continentale, est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Sait pas, en fait. J'ai plus que beaucoup de liens avec Madame Priscilla Ludowski, parce que sur le plan environnemental, par exemple, moi je défends l'entité naturelle juridique qui est une révolution
dans toutes les constitutions du monde où on veut donner à l'arbre, à la feuille, aux fruits, aux légumes un droit. Comme en Afrique. Voilà. Traditionnel. Donc, vous voyez? Ouais, Donc, c'est beau. dans le monde contemporain, on va vous dire que c'est une prouesse européenne, enfin que l'on pousse, puisqu'il faut le faire entrer dans la Constitution française. Et étant un département français, nous sommes obligés de passer par ce prisme en attendant notre indépendance. Ouais. Mais on sait très bien que c'est une résurgence de notre Afrique. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'à un moment donné, la France, que ce soit au niveau juridique, la loi, ou que ce soit au niveau de la prise de conscience de l'homme dans son environnement, va non pas se faire écraser parce qu'on va dire que je fais de la provocation, mais va revenir l'élément central. Et les autres ethnies, les autres, comme la France hexagonale, devront se plier à cette résurgence de lois fondamentales qui proviennent du continent mère, du continent premier. Lilith, sur la question. Oui, je voulais rebondir parce que Priscilla Ludowski était présente aux marches. Ah, d'accord. Oui, elle était présente, Ah oui. elle soutient le mouvement. Mais à cause C'est moi qui est pas suivi. c'est d'ailleurs une femme exceptionnelle qui a organisé le sommet Lacou. Je ne sais pas si vous étiez au courant. J'y étais. Bah On oui, s'est vu. mais oui, justement. Donc elle est dans cette optique-là de défendre les luttes environnementales et sociales. Et moi, je voulais juste revenir et recentrer sur le débat qui était concernant les peut-être discordes ou luttes intestines. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des luttes intestines dans le monde du militantisme et des mobilisations. Si on prend un exemple très franco-français, comment il s'appelle, le Kennedy français de Parti communiste, Fabien Roussel. Fabien Roussel n'a-t-il pas tourné le dos et craché du venin sur le dos de Mélenchon alors qu'on arrivait aux élections? N'est-ce pas une lutte intestine? La lutte intestine entre Taubira et Anne Hidalgo pour la présidence du PS. Lutte intestine. Sarkozy de Villepin. Sarkozy de Villepin, Fillon. Le Pen. Et c'est très souvent une chose qu'on vient nous rapporter à nous en tant qu'Afro-Caribéens. Comme spécificité. Comme une spécificité, afro-descendants effectivement. africains. Alors qu'il y a toujours eu, de tout temps, des luttes intestines dans toutes les mobilisations et groupes politiques. Donc je voudrais vraiment qu'on cesse de coller cette histoire de lutte intestine uniquement à nos mobilisations et qu'on voit qu'en fait c'est quelque chose qui est naturel dans l'ordre de l'humanité. Il y a toujours eu des distensions et des rassemblements, d'où le rassemblement avec le RPRAC. J'entends, mais on est d'accord quand même pour dire que s'il y avait une union des personnes qui produisent eux-mêmes, même s'il y a des difficultés liées aux ressources et aux terres, eh bien, on pourrait sortir justement de la crise dans laquelle on est par une autre voie que celle qui consiste à faire des mouvements essentiellement revendicatifs pour demander un accès à des droits. On créerait des conditions de production différentes. Et donc, sur le plan de la mentalité, de la psychologie, on se permettrait, pour les générations qui viennent, de se réaliser différemment. Est-ce qu'il y a une union des jardins créoles? Est-ce qu'il y a une... Voilà. Alors, déjà, sur nos territoires, vous dites jardin créole, vous pouvez perdre la langue. Désolé. Créole est un blanc né dans les oui, colonies. c'est vrai. C'est très important. On ne dit, en tout cas, notre génération, je ne sais pas si c'est vraiment une prise de conscience générationnelle. Aujourd'hui, nos combats ne sont pas dissociés de la solution que nous voulons apporter à la lutte. Je vous donne un exemple, une histoire, Monsieur Lou Mango. Comme ça, vous verrez que je vais faire le tour du monde avec cette affaire. Monsieur Lou Mango, d'accord, qui vient du Congo. Du Congo, oui. Chez vous. Sa mère, Lou Mango, arrivée ici par sa mère esclave, sa mère, Lou Mango, arrive après l'esclavage, puisqu'il y a eu des Africains qui sont Comme arrivés travailleurs. rémunérés, Ouais. des travailleurs. Village Martinique au Congo, et puis la ville Sainte-Anne. de Pointe-Noire. Voilà, Ici, ça. c'est de Sainte-Anne, extrême sud. La côte la plus proche de l'Afrique. La famille Lumango. Cette dame Lumango est servante dans une habitation pour des grands mulâtres békés. Le maître béké a un fils qui tombe amoureux de Madame Lumango. On le marie 2 fois des caucasiennes. Il donnera un enfant qu'à Madame Lumango. Fils Lumango, 74 ans aujourd'hui, son père décède il y a 8 ans,
tant que son père était vivant, dans la famille Becquet, il était là. Son père décède, il hérite de 1000 hectares de terre. Mais une fois le décès, la famille Becquet estime qu'il faut le rejeter. Problème identitaire. Problème juridique se pose. On veut le déposséder de ses terres, il attaque en justice. Ça traîne, évidemment. Comme on dit chez nous, ravet pani raison devant poule. La poule, elle becque le cafard. Donc le ravet n'aura jamais raison devant la poule. Sauf qu'arrive le RPRAC. Et sur les 1000 hectares de terre, on prend une zone de guerre de 16 hectares, qu'on appellera la bande de Gaza, pour le coup. Et sur cette zone de guerre, on plante 16 hectares en bio, avec des légumes racines, patates douces, manioc et consorts, non déclarés. On récolte une zone de guerre de plusieurs mois, c'est-à-dire qu'on a le temps de défricher, planter, voir mûrir et récolter. Et c'est ce qui nous a permis de constater qu'on peut nourrir plus de 170 familles grâce à 16 hectares de terre. Justement, j'ai une question. Donc vous voyez qu'on peut partir d'un conflit et qu'on peut arriver à créer des conditions et des solutions. Les Becquets cessent aujourd'hui la culture de banane. Comment ? Aujourd'hui, admettons que la culture de banane sur l'île s'arrête. Oui. Est-ce que les conditions sociales et économiques sont tenables pour la population ? Bien sûr. Parce que l'avancée scientifique nous permet aujourd'hui de savoir ce qui peut être planté sur des terres contaminées. Dès que ça dépasse 30 cm du sol, on peut planter. Donc la solution, nous l'avons déjà. Il suffit juste qu'on ait une classe politique moins aux ordres et moins corrompue. Comme en Afrique. Pour remplacer cette classe politique et imposer un modèle de société qui sera plus propre à nos spécificités. Et si je peux rebondir sur ce que tu dis, qui nous ressemble de manière identitaire dans notre aspect, dans notre manière de vivre avec la nature. Je vais reprendre le concept de Malcolm Ferdinand qui parle de l'habité colonial. Un habité qui a été imposé avec l'esclavage, où la maison du maître est au milieu, les cases des esclaves sont autour, et toute l'urbanisation sert uniquement à la capitalisation des sols. Là, il s'agirait justement de refaire corps, parce que nous sommes des êtres humains, mais nous sommes un élément qui faisons partie. Nous sommes des éléments, effectivement, qui faisons partie en fait de cet écosystème. Nous ne sommes pas au-dessus ni en dessous. Nous sommes au même niveau et toutes les vies sont importantes. Et c'est dans cette manière de voir les choses que nous avancerons ensemble. Je pense que beaucoup dans la diaspora et dans les pays, en Afrique même, l'ont fait. On le voit aujourd'hui avec les alliances des pays du Sud. Nous allons vers cette voie-là. Et de toute façon, la planète nous montre que c'est cette voie-là qui compte. Le capitalisme, que la banane existe ou qu'elle n'existe pas, à la base, elle n'était même pas aux Antilles. C'est une plante, c'est une herbe qui vient d'Asie, de Chine précisément, d'où le charançon du bananier vient aussi. Ils ont transposé une plante qui ne convenait pas à l'écosystème des Caraïbes. Ils ont transposé du coup un insecte qui ne convenait pas à l'écosystème des Caraïbes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une production qui n'est pas notre identité. Et d'ailleurs, vous avez parlé de jardin créole, parce que c'est comme ça qu'on l'a nommé. Par ignorance. Mais quand on observe l'architecture agricole du monde européen, il faut que ce soit cadré, rectangle, tranché, et une seule lignée d'un même produit. Et moi, ça m'avait choquée parce que je suis née à Lyon, et les jardins de nos voisins, il fallait qu'ils soient... en fait, c'était au plus beau jardin, bien millimétré, tout ça. Et quand je venais, grâce au congé bonifié de ma mère en Martinique, et que je passais derrière dans le jardin de ma grand-mère, qui est décédée à 109 ans, ma seule envie, c'était d'arriver et puis de structurer. Et c'est là que ma grand-mère, qui parlait aux insectes, avec les insectes, me disait « Tu touches pas, parce que l'insecte de cette plante-là est en train de discuter avec l'insecte de l'autre plante, et ils finissent par se disputer. Et finalement, mes plantes, elles poussent mieux. Permaculture. Et donc, ce qui semblait fouillis, les lianes qui se mélangeaient, le liane du maracuja, qu'on appelle fruit de la passion, qui se mélange à la feuille de laitue, qui se mélange. Au final, on avait de très beaux fruits, de très beaux légumes, et les meilleurs au monde. Donc, cette notion de jardin, de permaculture et de
Laissons la nature, l'écosystème régler le problème de la production. Oui, alors moi, il y a un point quand même qui m'a marqué. Vous disiez tout à l'heure, vous avez essayé de planter des choses, donc on parlait d'une sorte d'organisation économique dans votre exemple. Ensuite, vous avez parlé de politique. Mais pour moi, clairement, là, c'est de l'indépendance. Si on s'organise politiquement et économiquement, c'est de l'indépendance. Moi, je souhaiterais quand même avoir votre avis de manière claire. Peut-être que l'indépendance, ce n'est pas pour un an, mais peut-être que dans 5 ans, dans votre vision des choses, c'est clairement l'indépendance. Je suis une indépendantiste convaincue. Très bien. Et Jessica, pour rebondir sur le même point, d'un point de vue économique, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait pas mal de divisions. Et d'ailleurs, Lilith a expliqué ici que les divisions ont toujours existé. Mais on remarquera qu'à chaque fois qu'il y a eu des divisions, il y a souvent eu un échec. Très souvent. Que ce soit en France, peu importe les endroits. Et Dia a parlé aussi de Malcolm X et de Martin Luther King. Mais à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait se rassembler. Ce qui fait aujourd'hui que, par exemple, dans certains pays en Afrique, ils ont du mal à changer les choses, c'est parce qu'il y a une partie du peuple qui profite du système et l'autre partie qui souffre. Est-ce que finalement, avec toutes ces divisions-là, il est possible de voir des vrais changements? Parce que tant qu'on va rester dans cette division, j'ai un peu du mal à savoir comment est-ce que ça va arriver. C'est extrêmement pertinent. Je pense que c'est la clé, hein, c'est mon point de vue. On le voit bien quand il s'agit de réunir une famille, par exemple en thérapie familiale. C'est-à-dire que lorsque on cherche à régler un problème au sein d'un groupe, et ça c'est assez universel, qu'est-ce qu'on fait? On se pose et on discute. Et on essaye de régler les problématiques ensemble, en essayant de comprendre ce qui va éloigner un tel du point de vue d'un tel. Alors, c'est vrai que la question de la division, elle n'est pas spécifique au peuple afrodescendant. Mais il est toujours intéressant d'essayer de savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire la part des choses entre qui nous étions avant la rencontre avec le colonisateur et qui nous sommes maintenant. Et en essayant de faire le tri, on peut essayer de voir ce qui appartient au système d'aliénation auquel nous ne voulons plus nous identifier. Et à l'époque, quand on étudie un petit peu la sociologie au sein des plantations, c'est vrai que, on en discutait avec Aude tout à l'heure, lorsqu'il y avait une personne qui osait prendre la parole, s'exposer, voire marronner, ou qui tentait de créer une révolte, le dominateur, il fallait qu'il arrive à rester, malgré le fait qu'il était en minorité, il fallait qu'il arrive à maintenir un système de domination. Donc c'est ce qui explique effectivement la violence, la barbarie avec laquelle, et c'est bien illustré dans le Code noir, on réprimait ce type d'événement. Et on le réprimait en public. On le réprimait devant le collectif, pour bien montrer effectivement ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qui va arriver, ce qui risque d'arriver si vous faites quelque chose. Encore plus pernicieux, ce n'était pas le blanc souvent qui frappait l'autre noir. Et ça, je l'ai retrouvé effectivement dans mon travail de recherche. Parfois, à l'école, les tatis, ça arrive encore, elles peuvent demander à un autre enfant d'aller chercher le bâton. Vous imaginez? C'est-à-dire que c'était un autre esclave qui allait frapper un autre esclave. Et parfois, plus vous étiez proche de cette personne, et plus on vous ciblait comme devant aller lui porter les coups. Donc, je ne sais pas si on peut imaginer le degré d'aliénation, le degré de l'impact que peut avoir quand même une telle torture psychologique. Là, on est vraiment dans la question de la torture psychologique. C'est-à-dire que les hommes qui vivaient sur les plantations, les hommes au sens large, hommes, femmes, enfants, ils se sont construits pendant des décennies avec l'idée de devoir être témoin de la souffrance ou de la combativité d'un frère, sans forcément pouvoir aller à son secours, sans forcément pouvoir lui porter assistance, voire même, il valait mieux démontrer pour se protéger qu'on n'était pas dedans. Ce qui explique... qu'on n'était pas dedans. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre un peu ça sur table, se dire effectivement il y a ces processus qui peut-être sont encore à l'œuvre et qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit, moi je trouve que c'est ce qui est assez inédit aujourd'hui dans le mouvement, les vibrations quand même qu'il y avait sous la halle de Dillon, j'y étais pas, mais bon j'y étais avec le cœur,
tout le monde avait des frissons. Les gens, voilà, la communication qu'on avait de la part de la diaspora afro-caribéenne, c'est ça, c'est qu'on sentait quand même cette réunion qui vient me faire dire qu'il y a quelque chose là qui a été dépassé, hein, dans le traumatisme collectif, qui faisait que jusqu'à présent, c'était compliqué de rassembler tout le monde derrière la lutte, parce qu'il y avait encore des peurs, parce qu'il y avait encore des gens qui trouvaient à dire que non, qu'ils ne sont pas d'accord. Il y en a encore. Ouais. Mais il n'empêche qu'on sent qu'il y a des choses qui se dépassent. Et j'invite, je crois que c'est un peu quand même, il y a quelque chose de... Hein, quand on ne peut pas lutter directement, on peut lutter indirectement. C'est important de se rendre compte qu'en mettant à plat, en essayant de comprendre les processus qui ont pu amener à une division dans notre communauté, et ça peut être le cas, hein, les violences, la torture psychologique auxquelles on a été exposé, ben ça fait partie d'un processus de réparation que de se dire, et je pense qu'avec des initiatives comme cette émission, par exemple, comme plein d'autres initiatives en ce moment dans la diaspora, on voit bien qu'on a envie de se valoriser les uns les autres. On a envie de se porter les uns les autres. Et ça, c'est, à mon sens, une révolution. Alors, une question taboue quand même, une question taboue. Mais avant tout, je vais demander aux personnes qui nous regardent de commenter, de liker. Vous êtes plus de 66% de personnes qui regardent sans vous abonner, donc faites-le maintenant. Ensuite, donc pour la question taboue, j'ai essayé de regarder un petit peu le RPRAC. La première chose à chaque fois qui ressortait, Rodrigue, parcours en prison. Et on est au funérailles des tabous, il faut enterrer les tabous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le fait que Rodrigue ait eu un certain parcours en prison entache un petit peu au RPRAC et peut-être empêche, ou en tout cas, ne pousse pas certaines personnes à vous rejoindre? Alors, je ne suis pas du tout issue du moule de M. Rodrigue Petitot. Il y a 2 salles, 2 ambiances. Je ne suis pas issue du milieu urbain de Fort-de-France qui connaît son lot de souffrances sociales. Pour autant, j'ai suffisamment observé nos sociétés pour me rendre compte que c'est fatal l'issue de la jeunesse martiniquaise depuis un certain nombre d'années. On dira, non, on peut être issu d'un quartier défavorisé, on n'est pas obligé de passer par la case prison ou par la case violence. Rodrigue Petitot ne s'en cache pas, et c'est dommage qu'il ne soit pas là pour s'en défendre lui-même. Il est rentré chaton en prison. Ça veut dire qu'on fait rentrer nos enfants en prison très rapidement pour des délits. La répression judiciaire dans les Outre-mer est beaucoup plus violente chez nous qu'en France hexagonale. Chez nous, on rentre chat, mais dans une prison, dans un bassin caribéen, vous pouvez vous retrouver avec des Vénézuéliens, des Mexicains, et donc il est rentré chat, il est ressorti lion. C'est-à-dire que le passage par la prison chez nous ne vise pas à donner une leçon, mais vise à accentuer le mal. Donc c'est une école à production de délinquants plus. Alors ça, je peux le comprendre, mais il n'est quand même pas rentré en prison aussi parce qu'il a mal caressé une personne. On parle quand même de deal de drogue, et j'ai regardé une de ses émissions où lui-même explique qu'il y avait 10 personnes qui arrivaient, je crois, chez lui, et qu'il avait sorti un fusil où il avait tiré. Donc détention d'armes, et derrière le coup de feu. Excusez-moi, mais si 10 personnes arrivent chez vous armées, vous sortez une fourchette? Mais moi, il y a autre chose. Mais ça veut dire que vous détentez... Moi, je sors le fusil. Alors, ça veut dire que vous aviez déjà une arme à l'avance. Je ne viens pas d'un quartier populaire. Non, moi, je voulais dire quelque chose, par contre, que je vois différemment. Il y a beaucoup de choses qui m'évoquent de manière poétique. Malcolm X. Ce n'est pas simplement le fait de la prison, c'est le nom même, Petitot. Lui, c'était Malcolm Little. C'est le fait qu'il soit arrivé à un moment, comme tu le disais, où il permet qu'il devienne un objet transférentiel, qui canalise l'attention, l'énergie, les esprits, de façon à ce qu'un mouvement se mette en place. Mais on ne peut pas, et là je suis d'accord avec Loukeni, on ne peut pas simplement faire l'impasse sur ce que seront les attaques qui viendront. Oui. Il y a autre chose que tu as dit, et là c'est la question que je pose, parce que c'est quelqu'un qui a son passé et qui l'a dépassé et qui le met au service de la libération des siens. Mais tu as parlé d'un traumatisme qui, moi, personnellement, m'a fait comprendre la léthargie dans laquelle certains peuples en Afrique se trouvent. Après l'assassinat de plusieurs présidents, de plusieurs de nos leaders, eh bien, ce qui se passait en termes de lynchage, en termes de punition donnée par un Compaoré sur un Sankara, dans la grande plantation qui était la Centrafrique, la France-Afrique. La Centrafrique, il y avait David Dacko et autre chose. Mais en fait, les traumas que ça laisse sont aussi des choses qui déposent en soi de la violence. Est-ce que Rodrigue Petitot, le R, comme il y avait le X de Malcolm, ne serait pas
le fruit de cela? Et est-ce que c'est possible que ça rentre en ligne de compte dans la libération des nôtres? Fort-de-France, la capitale de Fort-de-France, pour qu'on puisse ne pas tourner autour que de Rodrigue, connaît un taux de criminalité et de violence extrême qui laisse découler une criminologie. Quand vous mettez des quartiers favorisés, voire très défavorisés, que vous les concentrez et que dans leur ceinture, vous mettez des commerces dans lesquels ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour y entrer. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique le vol, le larcin, la violence. Vous voyez? Un peuple à qui on a inculqué le larbinisme, comme dirait Exactement. César. Et c'est vrai sur le continent. Je pense que Rodrigue Petitot et d'autres comme lui sont tombés dans ces affres-là. Et on le constate jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il soit dans un discours rassembleur et qu'il se sert de son passif pour servir d'exemple aux plus jeunes, pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travers. Qu'est-ce qu'on observe dans cette question de vie chère et des conflits sociaux qui en découlent? C'est que malgré qu'il appelle à la non-violence et au pacifisme, la répression qui arrive fait exploser les codes sociaux et de bienséance et fait que cette jeunesse et ces personnes qui pillent veulent donner une leçon. On voit nos mères, nos pères, aux revenus modestes, rentrer dans ces magasins, acheter, tout le salaire y passe. Et aujourd'hui, nos parents disent simplement que c'est trop cher. La vie chère. Il y a une répression. Demandez du pain, vous aurez du plomb. Donc systématiquement, dans toutes les sociétés du monde, ce n'est pas spécifique à la Martinique, quand la pauvreté rentre en contact avec le capitalisme, que la pauvreté sert, parce qu'on n'a pas d'autre alternative, ben à un moment donné, ça explose. En termes électoraux, de balloteur de boulette, la balle ou le bulletin de vote, est-ce qu'il y a pour les mois, les années qui arrivent, une perspective pour le RPRAC de devenir un espace où un sujet politique, une question politique se pose, pas seulement en termes d'histoire de France et de rapport à la réparation de cette histoire d'esclavage colonial, mais aussi aujourd'hui de comment, sur le plan social, les luttes doivent pouvoir en fait faire changer les politiques. Il est important de comprendre que le RPRAC n'a pas vocation à faire de la politique. Mais je dois vous avouer que le peuple semble vouloir nous emmener sur ce terrain-là. Quoi qu'il en soit, nous partons du principe au RPRAC où, si on a le ventre vide, on n'avance nulle part. L'expression chez nous, c'est « sac vide, pakachebe debout ». Donc, nous sommes obligés de régler cette question de vie chère. Nous avons un angle stratégique qui nous aidera peut-être à faire entendre à notre population que si nous sommes français et que nous sommes tous égaux, on doit avoir une continuité territoriale qui nous permette de nous alimenter dans ce prisme qui nous est imposé de manière égale. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir que la population entende qu'il va falloir changer de paradigme pour choisir notre modèle d'alimentation. Et c'est un parcours très vicieux, et c'est un parcours en même temps stratégique, et c'est un parcours qui, si nous arrivons à régler ce problème, il y aura deux issues. Soit la France, le gouvernement français, aura fait amende honorable et nous respectera, soit elle ne nous donnera pas le choix de nous orienter vers un paradigme d'autodétermination. Ce que personnellement... Quel est l'objet visé? Vas-y, je t'en prie. Sur cet angle stratégique, parce que je voudrais quand même qu'on puisse approfondir. Moi, j'avais regardé où justement Rodrigue quittait une table ronde justement contre la vie chère. Donc je pense que les méthodes classiques, visiblement, ce n'est pas votre angle stratégique. Est-ce que c'est cumuler finalement des marches ou quel va être le résultat? Qu'est-ce que vous prévoyez? Voilà, si la communication aujourd'hui, parce que moi lorsque je regarde cette vidéo, je me dis, bon, il n'y a plus de communication, visiblement, si vous quittez la table ronde de négociation. Nous estimons, j'y étais à la table ronde, parce que le RPRAC, c'est 2 femmes et un homme. D'ailleurs, 3 femmes et un homme. Donc, on a tendance à
toujours se focaliser sur le R, mais nous étions 3 d'un pas ferme et déterminé à quitter la table ronde. Pourquoi ? Nous estimons que ce protocole qui nous a été proposé, qui nous a été proposé, mais qui a été initié par nous, ne répondait pas aux attentes premières. Nous avons eu un jeu de dupes où nous sommes arrivés avec 2 points de revendication et eux avec 28. Et stratégiquement, ils pensaient nous endormir en mettant 26 en avant et mettre les 2 derniers points, enfin les 2 premiers points en dernier. Ce qui fait que nous étions là comme le serpent, lové, autour de la table, en nous disant 1, 2, 3, jusqu'à 26, en leur faisant croire que oui, il n'y a pas de problème. 5, 6, 10, 24, 25, 26. Et puis, les 2 là, eh bien on se casse. Mais qu'est-ce que vous attendez de la manifestation? Ce que nous attendons de la manifestation, dans un premier temps, c'est que le prix de la vie baisse, parce qu'on parle de produits importés, mais la vie locale est très chère aussi. Donc il nous faut baisser la cherté de la vie dans un premier temps. Pour nous, qui vivons sur les territoires d'outre-mer, et ce n'est pas que pour la Martinique, c'est pour tous les territoires d'outre-mer, mais surtout que pour les ultramarins qui vivent en Hexagone ou à Londres ou ailleurs, que quand ils rentrent, qu'ils n'aient pas leur budget vacances qui soit grévé à plus de 80% sur le coût de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous avons des ultramarins, ils rentrent avec des valises de nourriture, pour qu'ils puissent au moins profiter des activités nautiques, de rivières, de voyager sur les îles anglophones autour, pour s'en sortir. Mais aujourd'hui, un Martiniquais qui vit à Paris, s'il a fait des économies, il ne va pas se promener, il vient pour manger et profiter de sa famille strictement. D'accord. Vous avez dit, soit l'État français aura fait amende honorable, soit l'autodétermination serait envisageable. Est-ce qu'on peut imaginer, se projetant, que l'initiative qui a donné naissance au BRICS, un genre de Bandung, une autre conférence comme ça, puisse exister entre des États africains, des États d'Amérique du Sud, des États d'Amérique centrale, et éventuellement d'autres États du Pacifique? Avant la BRICS, il y a eu la CELAC de Hugo Chavez, qui d'ailleurs faisait reconnaître à chaque territoire sud des Amériques qui la couleur noire. Hugo Chavez le disait. Et nous, déjà très 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 tôt, moi je m'inscrivais déjà dans la CELAC. Et d'ailleurs, quand Hugo Chavez appelait ses homologues politiques de Martinique ou de Guadeloupe à venir participer à des réunions au Venezuela, pour faire un pied de nez à la France, il convoquait des gens de la République de Martinique, de la République de Guadeloupe, ce qui a valu pas mal de pénalités aux élus ultramarins qui se permettaient d'y aller sous cette bannière. Et il avait tendance à faire monter au premier rang les dernières colonies du monde, donc les colonies françaises, et puis il mettait les ambassadeurs en fond de salle. C'est difficile, mais aujourd'hui, nous avons une classe politique où il y reste très peu d'indépendantistes. Donc c'est un chemin à construire, à continuer. Quel est le message que vous aimeriez faire passer là pour tous ceux qui sont en capacité de nous regarder? Rassemblons-nous. Face à la caméra. Cette caméra-là. Cette caméra. Moi, j'appelle à ce que nous nous rassemblions pour protéger nos ressources et notre patrimoine martiniquais. Alors j'avais une autre question, parce que je regardais dans une vidéo où donc peut-être votre collègue qui expliquait qu'aujourd'hui vous aviez un problème avec des banques. Ce sera juste la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu avoir un compte en banque pour les personnes qui souhaitent vous soutenir? C'est en cours. Ça prend du temps. Tu avais dit dernière question, mais se rassembler, c'est avec les béquets. Donc ce n'est pas les territoires ultramarins. Pourquoi me... Non. Pas du non, tout. non, pas du tout. C'est C'est même... qui non, non. Vous savez, les béquets, même si... Il ne faut pas croire, il y a des béquets capitalistes. Les capitalistes sont les béquets ont cette double tare d'avoir pour père l'esclavage et pour mère
le capitalisme. Vous voyez un petit peu ce que c'est que le béquet? Donc, ils ont suffisamment les moyens, de toute façon nous l'observons à chaque crise sociale, ce sont des personnes qui nous prouvent qu'ils ne sont pas foncièrement en amour avec la Martinique, puisque à la moindre occasion, ils se vident de nos territoires pour aller, dit-on, se cacher et pour revenir quand ça se calme. Je pense que dans la notion du patrimoine même du béquet, il y a un problème. Quand il y a eu 1789 en France, les châteaux forts, les grandes terres sont retombées dans le patrimoine collectif de la démocratie. Pendant que 1789 opérait en France et qu'on récupérait les richesses des rois pour créer la démocratie et accroître le patrimoine français, chez nous, les béquets conservaient et conservent jusqu'à aujourd'hui terres et habitations. Notre objectif, puisque l'abolition de l'esclavage chez nous, c'est le 22 mai, un groupe de femmes dont je faisais partie, tous les 21 mai, nous allons sur les habitations. Nous parlons aux arbres dans lesquels nos ancêtres ont été pendus. Savez-vous qu'à moins de 4 mètres au sous-sol, en bordure des champs de bananes et de cannes, se trouvent les ossements, ce n'étaient pas des cimetières, c'est les ossements de nos esclaves et de nos ascendants esclaves. Et donc, nous estimons qu'il y a un travail de revalorisation de notre patrimoine humain, une reconstitution de notre patrimoine humain, d'enterrer dignement ces ancêtres dont l'âme erre spirituellement et ce qui explique peut-être les relations conflictuelles que nous pouvons avoir sur nos territoires. Et une fois que ce sera fait, je pense que certains n'auront pas trop envie de rester sur le territoire. Gageons que ce soit la voie qui soit montrée à l'ensemble du continent et des afrodescendants, que celle véritablement, et que j'appelle de mes voeux, de réaliser que le dédommagement qui avait été fait pour les béquets correspond aux dettes qui ont été imposées aux États en Afrique, et que la liberté ne se donne jamais, elle n'est jamais totalement acquise, qu'elle s'arrache. Merci, et je suppose qu'il y a des mots de fin qui pourraient circuler. Bien entendu. Alors, donc, Jessica, quel serait ton dernier mot? D'abord pour les personnes qui se posaient des questions sur le AirPRAC, qui parfois étaient un peu sceptiques, et aussi sur comment soutenir le AirPRAC. Mais comment ne pas le soutenir, surtout, hein, ça c'est la question, quand on est notamment afro-caribéen et qu'on vit de près ou de loin les problématiques qui sont réelles sur le terrain et que le AirPRAC expose très bien. Voilà, encore une fois, je pense que la clé, elle passe par la compréhension. Dans cette émission, on a fait un petit peu le tour des tenants et des aboutissants et de pourquoi cette lutte. Je reviens un petit peu sur la question de la forme. Le fait de souligner les antécédents carcéraux du R, pour moi, c'est une non-question. Déjà, ça le concerne, c'est sa vie privée. Merci. Il a été jugé, il a répondu de ses actes dans un système judiciaire qui est plus prompt à emprisonner des jeunes qui ont, à un moment d'égarement de leur existence, commis de la revente pour essayer de s'en sortir, que des criminels sexuels. Absolument. Et ça, je le sais dans ma pratique. Je rencontre beaucoup de femmes qui, malheureusement, n'obtiendront jamais justice. Donc, voilà, ça, c'est une petite parenthèse pour dire que moi, personnellement, et j'espère que c'est le cas pour beaucoup de monde, ces antécédents ne décrédibilisent absolument pas le discours que Rodrigue peut tenir ici et maintenant. Exact. Il a fait son chemin et il s'en sert justement pour aider cette jeunesse qui, à mon sens, a une colère très importante. C'est ce qui se passe quand on prend conscience de l'injustice. J'ai vécu en Martinique, j'habitais juste à côté d'un énorme point de deal. Je voyais tous les jours les gars rentrer et sortir et je me faisais la réflexion qu'ils me faisaient penser aux nègres marrons. Mais dans un état un petit peu... chacun doit retrouver l'objet de sa lutte. La lutte dans laquelle ils étaient engagés, et je pense que beaucoup en prennent conscience, il y a beaucoup d'artistes qui diffusent ce message, ça doit être une lutte peut-être qui doit être plus constructive. Mais il y avait quand même cette force, cette rage
quand on écoute les paroles des artistes, de dénoncer quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Donc ce que je souhaite, c'est que cette jeunesse retrouve la force de s'unir de façon constructive à des luttes qui, effectivement, si on assemble toute cette force ensemble, pourra donner quelque chose de constructif. Et donc, Lilith, quel serait ton dernier mot Alors, pour les personnes qui regardent aussi, qui sont originaires d'Afrique, notamment des Caraïbes aussi, par rapport à ce mouvement? Alors, je vais parler de ce qui a été dit par rapport à Rodrigue et rapidement, après, je vais basculer sur les violences policières pour clore le sujet. Très bien. Ce qui a été dit sur M. Rodrigue Petitot, alors effectivement, il a eu un passé qui ne regarde personne. Nos classes politiques ne vivons pas. Est-ce que nous-mêmes, nous ne vivons pas dans cette violence quand nos classes politiques sont tous condamnés, qu'on regarde leurs dossiers qui sont plus longs que mon bras et même plus longs que moi-même? Des gens, non mais voilà, on a tendance à toujours nous vilipender, que ce soit pour les luttes intestines tout à l'heure, mais aussi pour les dossiers, les casseroles. Toutes nos politiques ont des casseroles. Nous sommes dans un gouvernement qui a été volé, spolié, alors qu'il y a eu des votes et une démocratie qui est censée défendre le vote du citoyen. Concernant maintenant les répressions policières, je dirais les répressions coloniales. Des luttes qui sont aussi légitimes que ce que vous mettez en place avec le RPRAC et même avec toute la Martinique et toute la diaspora ou bien tous les pays de la Caraïbe, des luttes aussi légitimes sont réprimées dans le sang. Que ce soit la tuerie du Chalvet, que ce soit l'interdiction des CRS, on sait pour quelles raisons ils ont été interdits et pourtant ils sont de retour. Donc cette violence à l'égard de personnes qui demandent justice, parce que là, effectivement, enfin, je ne sais même pas si je peux dire demander justice, mais qui défendent une lutte qui est légitime, le droit de se nourrir. C'est le droit à se nourrir. C'est des droits qui sont fondamentaux et naturels. Donc, il serait peut-être temps, nous-mêmes dans nos discours, d'arrêter de remettre le passé judiciaire de Rodrigue sur le devant de la scène, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut juste avancer, de voir que la violence, elle est aussi de la part de l'État, et surtout de la part de l'État. Et en ce qui me concerne, moi, concernant le chlordécone, n'est-ce pas une violence de se dire qu'en Guadeloupe et en Martinique, plus de 90% de la population est contaminée, et qu'en plus, là, on parle que de la santé des hommes, on n'a même pas parlé de la santé des femmes ni de la santé des enfants. Donc, de voir que toutes ces causes-là, elles sont légitimes, et justement, de ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, ça amène justement cette pédagogie, cette envie de sensibiliser à cette question qui est plus qu'essentielle dans la lutte des droits humains. Et là, je parle de toute l'humanité. C'est le droit de vivre dans un environnement sain et le droit de pouvoir se nourrir correctement. D'accord. Donc, j'attends juste à ce que les gens nous rejoignent sur cette lutte qui est totalement légitime. Moi, je remercie votre association pour tout ce que vous faites, parce que nous, ici, au niveau de la diaspora, vous nous redonnez espoir. Moi, personnellement, en tant que militante anti-chlordécone, je suis ici, mais ça me redonne tellement espoir dans ce que vous faites. Donc, j'espère juste que tout le monde va nous rejoindre. Et donc, Aude, ton dernier mot pour toutes les personnes qui nous regardent. Je tiens à dire que parfois, les réseaux sociaux rendent bêtes. Que ce soit d'un bord ultramarin, des Outre-mer, ou que ce soit du côté de l'Afrique, je crois que les réseaux sociaux sont en train de transformer nos mentalités pour qu'on devienne des bips à clics. Et si on devenait un petit peu plus sage, et qu'en honneur de nos ancêtres, dont j'en parlais tout à l'heure avec Docteur, si on prend tous ces Africains qui étaient partis pour être déportés, et pour une question d'avarie, étaient jetés par-dessus bord, sans qu'ils n'aient connu la servitude, sans qu'ils n'aient connu la violence esclavagiste, et qui n'ont pas eu le temps de rechercher cette Afrique sur les territoires ultramarins de France. Si on associe chacun des ossements, on créera un pont. Et en l'honneur de ces ancêtres qui sont morts pour rien, cessons ces guerres intestines. Si nous respectons la Mahat, nous sommes censés respecter notre histoire, respecter notre ancestralité, parce qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et nous devons nous élever et cesser à chercher chez l'Africain des accusations et chercher d'infantiliser les ultramarins. La colonie française a été la plus traumatisante. Sortons de là. Très bien. Donc, on retient le fait de créer un pont et d'arrêter les guerres intestines.
ton dernier mot succinctement. Beau mot de fin, ce que les funérailles des Tabou proposent et permettent justement, c'est des espaces déconnectés, où on est en capacité de se créer un narratif qui nous ressemble, qui nous convienne et qui nous répare. Et je voulais remercier, honneur, respect, force à ceux qui aujourd'hui incarnent et font vivre à nous l'esprit et l'énergie qui ont poussé à la libération de notre. Très bien. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci les amis d'avoir suivi cette émission. On se retrouve en commentaire, bien entendu, pour donner votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager la vidéo. On se retrouve à très bientôt dans une prochaine émission. Ouais.